Quelle joie de vous retrouver. Bonjour à tous, Mont Blanc Live numéro 99 déjà. Et aujourd'hui, nous allons rester au grand air avec une discipline peu connue. Mais avant cela, on va faire le tour de l'équipe. Saluer tout le monde. Aurélie, Claire, Greg, bonjour à tous. Tout le monde va bien? Bonjour, ça va bien. Très bien. Eh bien, très bien. Alors, vous connaissez forcément le trail, c'est la course en montagne. Vous connaissez peut-être également le trail blanc, c'est la course sur neige. Eh bien, aujourd'hui, c'est une discipline particulière puisque c'est la course à pied, mais avec des raquettes à neige. Et nous avons la chance de recevoir le champion du monde 2018, Stéphane Ricard. Bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour. Effectivement, vous êtes le champion du monde 2018, ça date de début mars, de raquettes à neige, de course à pied en raquettes à neige. Voilà, c'est ça. C'est une discipline que j'affectionne depuis plusieurs années. Ça fait bientôt 10 ans que je la pratique. Et du coup, début mars en Espagne, j'ai remporté le titre pour la 3e fois. Une discipline méconnue en France, mais qui à l'étranger et dans certains pays vraiment développée. Alors, vous courez avec des raquettes un petit peu particulières, on les a sur le plateau et on en parlera en détail. Rassurez-nous quand même, c'est des raquettes assez légères. Ah oui, c'est des raquettes vraiment légères, on peut les voir sur le plateau. Chaque raquette fait 320 grammes. On rajoute ça le poids de la chaussure, donc environ 600 grammes sur chaque pied. Donc c'est sûr qu'avec ce type de raquette, on peut courir par rapport à des raquettes de randonnée où c'est vraiment compliqué de courir avec. Allez, on va en Espagne, on va voir justement les images de cette course que vous avez remportée au début du mois de mars. Vous allez même commenter cette course puisque on l'a pas en intégralité mais en un large extrait. C'est le départ, ça part très très vite. En fait, sur les courses en raquette, il faut partir vraiment vite pour éviter la casse du matériel. Parce que si on se fait marcher dessus, on peut casser le matériel assez facilement parce que les raquettes sont légères justement. Donc on part très très vite. La première minute, c'est comme un cross-court où on est vraiment à 100% de ses capacités. Et ensuite, très rapidement quand même, ça ralentit parce que vous pouvez voir que là, il y avait quand même pas mal de neige. Et puis des montées et des descentes, comme on peut le voir sur l'image. Et tout ça se déroulait sur un plateau à 2000 mètres d'altitude. Et la distance, c'est quoi justement? Alors là, c'était 8,5 km avec 500 mètres de dénivelé positif. Donc ça reste quand même assez court, c'est un effort assez explosif. Donc c'est court, on pourrait penser que c'est pas assez long justement pour les pratiquants, sauf que quand vous franchissez la ligne d'arrivée, vous êtes bien content de la franchir parce que effectivement il y a mine de rien un poids au pied, même si c'est léger, et voilà, et vous êtes sur un environnement de neige donc assez instable. C'est arrivé là. Donc là, c'est la ligne d'arrivée. C'est damé? Comment ça se passe? Le terrain est damé ou pas? Alors ça dépend les années. Il y a des années, c'est des passages trappeurs avec beaucoup de neige. Des années, c'est très dur. Des années, c'est un mélange des deux. Là, cette année, c'était un mélange des deux avec plus de passages trappeurs. On vous voit bien fatigué là sur les images. Non, explosé même. Voilà. Carrément explosé. Ouais, très très belle arrivée. Du coup, vous avez mis combien de temps au second? Alors, il y a un peu plus d'1 minute. Après, voilà, lui, il a tapé dans les mains, il a pris le drapeau à la fin, donc il y a un petit peu moins. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas trop réfléchi sur la fin et j'ai franchi la ligne jusqu'au bout en me disant, il faut surtout pas que je casse le matériel. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et puis, j'avais vraiment à cœur de regagner cette année. Donc, c'est vrai que sur les images, je suis assez dans l'émotion quand même. Alors, on dit que c'est confidentiel, mais on a vu, il y avait quand même un bon petit peloton au départ, là. Alors là, il y avait 190 participants et de mémoire, 18 nations représentées. C'est confidentiel vraiment en France, il y a quand même beaucoup de pays qui jouent le jeu, surtout les États-Unis, la Suède, l'Italie, l'Espagne. Et c'est dommage qu'en France, ça soit si peu médiatisé, mais grâce à votre intermédiaire, peut-être que ça va lancer les choses. Et casser son matériel, est-ce que c'est éliminatoire pour une course, pour un championnat du monde comme ça? Alors là, oui, dès que vous cassez le matériel, vous êtes éliminé. On peut casser le matériel dans le dernier kilomètre. On peut franchir la ligne avec une seule raquette, mais sinon, éliminatoire. Et on peut pas changer de raquette en cours de route si jamais on casse? Alors on peut changer de raquette, mais il faut avoir quelqu'un qui soit là pour vous. Vous voyez que là c'est quand même en pleine nature, on était sur un plateau à 2000 mètres d'altitude, il y a des endroits où il n'y a personne, donc c'est éliminatoire. Alors 3 titres en 2014, 2016, 2018. Alors vos raquettes à neige, justement, on en parle, le poids, la taille, les mensurations. Aurélie nous explique tout. Oui Sébastien, alors nous avons sur le plateau des raquettes à neige. Alors on a la raquette classique, je vais commencer par ça. On voit que c'est quand même assez volumineux, on a une chaussure de randonnée avec un débattement. Et la grande différence donc avec la raquette de compétition, donc là on a le modèle TSL, c'est qu'elle est très souple, Stéphane. En fait voilà, ce sont les nouveaux modèles TSL qui permettent de prendre
l'empreinte de la neige et justement sur des parties damées et non damées d'ailleurs, la raquette ne fait qu'un avec la neige en fait. C'est un peu l'idée. Donc on voit, elle est très légère. En plus, on met une basket, c'est pas la chaussure de randonnée. Donc on amène encore un peu de légèreté et de mobilité avec ce qu'on a au pied à la base. Et puis, important, quand on retourne la raquette, on voit qu'on a des points d'accroche qui permettent d'avoir une bonne accroche. Des pics, des pointes. Voilà, des il y a 4 points d'accroche sur ces raquettes. En fait, c'est la norme. C'est minimum 4 points d'accroche. Vous pouvez en mettre 6. Mais après, si vous en mettez 6, déjà, c'est plus lourd. Et puis, les 2 points d'accroche de derrière vont vous freiner l'arrière de la raquette pendant la course. Donc, on essaie de gagner au maximum en légèreté. Et comme je dis tout à l'heure, il y a 320 grammes sans la chaussure, donc c'est vraiment, vraiment léger. Mais... Alors, en France, on a TSL donc, qui fait ce matériel et vous êtes d'ailleurs soutenu par cette marque. Sur le plateau, on a également un prototype. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc là, c'est un nouveau prototype qu'on est en train de tester avec la marque TSL. Donc c'est avec des bois, c'est le système bois, comme on peut le voir sur des chaussures de snowboard. Et en fait, ça permet d'enlever les sangles. Et avec ce système d'accroche derrière, voilà, vous tournez et vous serrez la chaussure. Et du coup, la basket est beaucoup mieux maintenue qu'à l'accoutumée. Donc, on est en train de tester ça et c'est vrai que c'est encore plus léger que les anciennes raquettes avec les sangles. Et j'aime vraiment ce modèle. Alors, tout à l'heure, même sur les images de la course, on voyait que le talon se levait. Là, le talon ne bouge pas. Donc là, le talon bouge un petit peu, mais très peu en fait, par rapport à d'autres types de raquettes. En fait, suivant l'état de la neige, c'est intéressant de prendre tel ou tel modèle. Quand vous avez une neige avec énormément de poudreuse, il faut prendre l'ancien système TSL, c'est le modèle Step-In. Et quand la neige est plutôt dure, il faut prendre ce système-là en symbiose racing. C'est un peu comme en ski de fond, vous allez farter jaune, bleu, rouge, suivant la température de la neige. Là, mais le principe, c'est que quand la neige est épaisse, c'est un système avec le talon qui se lève comme la raquette traditionnelle. Voilà, c'est ça. D'accord. Il y a quand même peu de portance, elles sont très étroites ces raquettes. Ça fonctionne réellement dans la poudreuse? C'est vraiment des raquettes qui servent et qui ont un intérêt dans la poudreuse? Ah oui, c'est énorme. Avec ce type de raquette, vous pouvez faire des sommets à plus de 3000 mètres d'altitude. Vous pouvez même monter au sommet du Mont Blanc en prenant bien sûr les précautions nécessaires, on est d'accord. Mais vous pouvez aller n'importe où. Vous pouvez descendre sur des parties glacées sans tomber. Voilà, on peut aller n'importe où en montagne avec ce modèle. On peut faire de la compétition, de la randonnée en toute légèreté, donc c'est vraiment bien. Il n'y avait plus qu'à essayer, Sébastien. Il n'y a plus qu'à essayer, pourquoi pas. Parce qu'il a l'air sceptique quand même. Oui, un petit peu, je dois dire, mais en tout cas, et en plus vous avez profité des Jeux Olympiques, en tout cas votre discipline a profité des Jeux Olympiques, c'était à Vancouver, pour présenter un petit peu ce qu'est cette discipline. En 2010, effectivement, il y a eu une course de démonstration pendant les Jeux Olympiques. En fait, ce qui intéresse le CIO, ça serait de regrouper une nouvelle discipline télévisuelle sur ces Jeux Olympiques. Après, comme on l'a dit, il faut enlever une discipline pour en rajouter une autre. Et il y a d'autres disciplines comme le ski de randonnée par exemple et autres qui sont avant nous pour pouvoir intégrer le processus. Eh bien justement, quand on parle de discipline et qu'on mélange les disciplines, je me tourne évidemment vers Greg. Oui, parce que Stéphane, je crois que vous avez pratiqué le triathlon, mais vous avez abandonné parce que vous n'étiez pas assez bon en natation, c'est ça? Oui, c'est vrai que le triathlon, la natation, c'est le problème pour beaucoup de personnes. Ensuite, un problème de temps également, parce que 3 disciplines, donc on multiplie les entraînements par 3. Donc j'ai commencé le sport d'endurance par des Ironman, en fait, l'Ironman d'Embrun. Et puis j'avais fait aussi une course à Hawaï. Mais après, je me suis plus tourné vers la course à pied qui me correspond mieux et qui prend surtout moins de temps. Alors justement, si vous n'êtes pas bon en natation, j'ai quelque chose pour vous. Ça s'appelle le triathlon d'hiver, donc qui se pratique depuis 4 ans à Québec. Alors il y a 3 disciplines, la raquette, le patin en short track et le ski de fond. Je vous laisse découvrir cette édition 2017. Chez les hommes, on note la présence du Slovaque Dušan Šimoko, un Olympien en biathlon et champion de la première mondiale de la discipline en 2014, ainsi que du Hollandais Jochem Uitenhagen, triple médaillé olympique en patinage de vitesse, qui sera son premier triathlon d'hiver.
Ils tenteront tous deux de détrôner Maxime Leboeuf, champion en titre de la Coupe du monde ITU S3 de 2016 et champion du monde 2015 de raquette. Comme prévu, Leboeuf s'empare de la pole afin de défendre son titre. L'Olympienne Brault est la première à compléter le parcours de 5 km de raquette pour faire la transition vers l'anneau de glace. Chez les hommes, c'est sans surprise que Maxime Leboeuf est le premier à entrer dans la transition. Chez les hommes, Leboeuf maintient la cadence. Il est le premier à enfiler les skis pour les 9 km de l'étape ski. Ariane Carrier termine première et remporte la Coupe du monde. L'Olympienne Amanda Butler, qui prenait part à son premier triathlon d'hiver, réussit une performance exceptionnelle et franchit la ligne d'arrivée en 2e place. La championne 2016, Claude Godbout, fait une super remontée en ski pour terminer 3e. Chez les hommes, Maxime Leboeuf souligne sa domination pour une 2e année consécutive. Alors on n'avait pas les images de cette édition 2018, mais Maxime Leboeuf a conservé son titre. Et on adore l'accent québécois. On adore l'accent québécois. Très sympa. Alors juste, pour cette discipline, il y a un temps maximum, c'est-à-dire qu'il y a 30 minutes maximum pour faire les 5 km en raquette, 60 minutes pour le patin, et le temps complet, 1h30. Donc ça, c'est une discipline sans natation, ça peut peut-être vous plaire. Ah oui, c'est des sports de neige, donc j'apprécie. Après, reste quand même le problème du patin et du short track, parce que pour s'entraîner, c'est quand même compliqué sur une patinoire municipale d'aller tourner avec des enfants au milieu. Et voilà, et puis c'est quand même très technique, encore une fois, donc bon. Alors sans le patin et à la place plutôt du ski de randonnée, on a le X3 en France à Courchevel qui a lieu mi-avril. Donc c'est vélo de route, trail sur neige et ski de randonnée. Et j'allais y venir, alors pendant cette même épreuve à Québec, il y a le pentathlon, donc on commence par le vélo, on enchaîne par la course à pied, le ski, le patin et enfin les raquettes. Et il y avait 6000 participants cette année. 6000 participants, ouais, effectivement. Mais ça, c'est au Canada. Hein. Québec. Au Québec, pardon. Québec. Attention Sébastien. Au Québec, pardon. Alors, bon, ça serait sympa quand même des épreuves comme ça, plus d'épreuves comme ça sur neige en France. Bah, c'est sûr que toutes les épreuves combinées, ça marche de plus en plus, on le voit avec le triathlon. Voilà, après, c'est toujours pareil, ce sont des volontés politiques, ce sont les institutions qui doivent lancer ce genre d'événement. On attend. Allez, loin de la compétition maintenant, chacun peut profiter d'une très belle sortie en raquette. Alors on va prendre un rythme beaucoup plus cool avec Claire. Effectivement, Sébastien, vous l'avez dit, on a la chance d'avoir un champion du monde qui est français, mais pour tous les autres Français, si vous n'avez pas le niveau ou tout simplement envie de prendre l'air, eh bien je vous propose une balade en raquette au-dessus des jets. Bonjour. Ça va ? Alors là, on va partir 2h30 à peu près, quoi. On va sur un espace qui est le domaine de 3 communes, donc les Jets, Verchet et Taninges. Cette balade-là, elle est considérée comme moyenne, mais voilà, il faut quand même s'investir un peu. Bon, allez, on est parti. Bon, c'est sûr que le kilométrage, ça vaut rien, hein. Ça vaut rien parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez déjà un poids au pied et puis qu'il y a de la dénivelée, le kilométrage, on pourrait comparer avec tant de kilomètres, mais c'est tout, quoi. Là, ce sont des traces de martre. C'est comme une fouine, ça ressemble à une fouine en fait. C'est un animal qui est essentiellement arboricole, qui vit essentiellement dans les arbres. Bon, vous allez voir, on va traverser une forêt puis on va sortir sur une grande tourbière, c'est sympa. Là, on a fait la moitié là. Un peu plus. Quoi, ça fatigue? Non mais après on va descendre après. Après ça va descendre. Alors tu veux un petit thé? C'est du thé vert aux huiles essentielles d'orange sanguine, s'il vous plaît.
On croit que c'est le vin chaud, nous, en fait. Hein. Ouais. C'est la convivialité, des gens sympathiques, dans la nature, voilà, le soleil. Un accompagnateur haute montagne très sympathique. Je sais pas où il est d'ailleurs. Ah, il se promène. Il nous fait une trace. Non, c'est une belle journée. C'est bien. Et on voit des beaux paysages. On n'entend pas des bruits comme les villes. Ça me ressource. Les grands espaces, ce que disait Paul tout à l'heure, le calme. Il y a beaucoup moins de bruit et beaucoup moins de monde que sur les pistes de ski. Et puis chacun a son rythme, une activité physique mais dans la nature. Grandiose. Voilà, donc pour cette jolie balade qui a duré un après-midi, il faut compter à peu près 26 €. Si vous louez uniquement les raquettes, c'est 5 € pour une demi-journée. Et puis, ça s'adresse surtout à tous. Là, on est parti en Haute-Savoie, mais d'autres régions, les Vosges, le Jura ou encore le Vercors proposent des jolies balades. Oui, moi j'avais une question par rapport à la course tout à l'heure. Là, ils avaient des bâtons. En course, vous n'avez jamais de bâton ou c'est un choix ou c'est interdit? Non, ça serait possible, sauf qu'il y a des portions, on peut courir jusqu'à 19 km/h. Donc les bâtons, en fait, c'est plus un frein qu'un avantage. Bon, accompagnateur en montagne, là on a eu un joli sujet où on emmène des gens en montagne tranquillement. Vous-même, vous êtes enseignant, vous pourriez emmener votre classe? Bah, du coup, non, pour accompagner... Il faut avoir le diplôme. Il faut avoir l'accompagnateur moyenne montagne et je ne l'ai pas. Moi, j'ai un brevet d'athlétisme. Donc c'est un peu un paradoxe, mais c'est la France, c'est une institution. Est-ce que ça pourrait être un projet de reconversion pour plus tard? Non, je pense que c'est vraiment trop lourd à passer. Et puis c'est bon, j'ai fait assez d'études, assez de diplômes comme ça. Maintenant, je veux pratiquer, quoi. Pratiquer, donc la raquette l'hiver, et puis peut-être le trail en été, on imagine forcément, c'est une suite logique, hein? Carrément. Ouais, vous êtes pratiquant de trail, Stéphane. Et d'ailleurs, on va tout de suite regarder quelques images de votre jardin près de Gap où se déroule une jolie course qui s'appelle la Gap en cime. Je vous laisse découvrir de très belles images. Stéphane, de très très belles images qui donnent vraiment envie d'aller crapahuter dans vos montagnes. Quels sont vos objectifs trail pour la saison qui arrive ? Alors là, je vais préparer le championnat de France de trail qui a lieu à Montgenèvre le 14 juillet. Et puis cette année, je me suis lancé un défi un peu fou, c'est de finir la TDS, qui est une course de l'Ultra Trail du Mont Blanc. 117 km, hein? C'est ça, voilà. C'est ça. 117 km avec 7500 mètres de dénivelé positif. Et du coup, voilà, cette année, je veux vraiment me préparer comme un trailer. Avant, je faisais du trail comme un coureur sur route. Et là, j'ai mis en place des entraînements différents pour travailler comme un trailer parce que c'est une discipline qui est en pleine expansion. Le niveau ne cesse d'augmenter. Avec des coureurs comme Kylian Jornet, par exemple, ou autres, qui sont vraiment des professionnels de ce sport. Il faut vraiment se préparer spécifiquement. Oui, parce que j'imagine que vu que la distance est beaucoup plus longue par rapport au 8,5, c'est quoi la différence justement des fréquences et des séquences d'entraînement? Bah là, du coup, c'est beaucoup plus de volume et puis travailler sur le plan musculaire. Parce que quand ça fait 10 heures que vous courez, au bout d'un moment, c'est vraiment le musculaire qui va bloquer et pas le système cardiaque, voilà. Donc du coup, faut travailler vraiment musculaire, se blinder en descente
pour pas arriver sur la première descente et être fatigué. Donc c'est vrai que c'est une autre préparation et ça change un petit peu. Ça fait 10 ans que je fais du sport et du courte distance. Donc là, je voulais basculer sur un autre entraînement pour changer, pour pas tomber dans la routine. Donc des trails, vous avez fait des podiums, la TDS objectif fin août, et la Gap en Cime qu'on vient de voir là dans les images, c'est 6-7 octobre. C'est votre jardin, là, ça sera pour la récupération, c'est ça, non? Non, pas forcément pour la récupération. C'est mais, quand même une course qui vous tient à cœur, hein, la Gap en Cime. Oui, c'est sur les terrains d'entraînement. Et puis du coup, au lieu d'aller s'entraîner tout seul, on s'entraîne sur la course avec d'autres participants. Et c'est ça aussi l'esprit trail, comme on dit. Vous êtes en train de nous dire que vous faites une course en entraînement, vous? Ça peut arriver, ça peut arriver. Après, à haute intensité quand même, mais on ne peut pas être performant toute l'année dans le sport de haut niveau, que ce soit en raquette, en ski de rando, en trail, c'est impossible. Et justement, vous, les deux disciplines, c'est vraiment des saisons bien distinctes ou il y en a une qui est au service de l'autre? Alors, je dirais que c'est au service de l'autre pour la raquette, même si c'est spécifique quand même. Donc, la raquette sert au trail, le trail sert à la raquette. Allez, on reste dans le sport, la course à pied et la canirando avec Jessica qui a testé et approuvé cette discipline. Elle est donc le fidèle ami de l'homme. Salut Snoopy, donc un chien, Jonathan, salut. Ben voilà, on va faire du canirando, mais oui. on va pas en faire avec Snoopy, on va en faire avec les chiens qui sont juste là, voilà. Batman, Haribo. Salut Toutou. Canirando avec des vrais chiens de... Avec des vrais chiens de traîneau. Avec des vrais chiens de traîneau, Ouais. donc Batman et Haribo. Batman, Haribo, ouais, ce sont des huskies de Sibérie, donc lignée de travail. Le jeune chien, Haribo, a 5 ans et Batman 4 ans. Ok, et donc l'idée, c'est de se faire tracter en fait. Voilà, l'idée c'est de profiter de la traction du chien pour marcher plus facilement. Donc moi je compare beaucoup ça au vélo électrique en termes d'effort. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Faut lever les pieds quoi. Ouais, ok. Dans les montées, après dans les descentes, tu vas voir que c'est beaucoup plus sport que la montée en règle générale. Et ben voilà, canirando. On va tester tout ça. On va essayer, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ça tracte. Ouais. C'est fou comme ça tracte. Tu deviens vite un grand sportif avec un chien. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est trop marrant. En fait, t'as l'impression d'être un super ultra trailer. C'est clair, ouais. C'est clair. Donc on est tenu au bassin, comme on peut le voir. Ouais. En fait, on avance vachement vite. Bon, faut aimer les chiens, quoi. Ouais, c'est une activité qui est assez cool. Si t'aimes les chiens, que t'aimes marcher et la montagne, Dis. Alors là, les termes. T'es tellement tiré que t'as envie de courir. En fait, le canirando, c'est de la course. là on l'oriente un peu course à pied, mais normalement c'est marche. Ouais. Nous, c'est sensation. Sensation garantie. En fait, c'est familial, mais je précise qu'on n'est pas obligé de courir. Hein. Je crois que je vais faire une petite pause d'ailleurs. J ou A? J. Ça va plus vite que on fait tété. Ouh là là. Stop. Oh putain. Oh là là, attends, il va trop. Allez, devant Batman, devant. Facile. C'est génial, c'est excellent. Donc on profite de la traction du chien pour marcher plus facilement. Donc sur le plat, dans les montées. Donc l'effort est nettement simplifié, par contre ça nous impose un rythme un peu supérieur que ce qu'on a l'habitude de faire, donc c'est plutôt le souffle qui est sollicité au départ. Non, pas dans l'eau. Mais voilà, une fois qu'on est parti, J'ai pas envie de me faire tirer dans l'eau. après le chien s'adapte aussi à notre allure, c'est un beau partage, c'est une belle activité. Ouais. Batman. Oh oui. T'es trop Jessica gentil. qui a failli donc prendre un bain. Hein. Stéphane Ricard, vous avez essayé vous déjà la canirando? Alors voilà, je l'appelle plus canicross. Canicross. Donc voilà, c'est courir avec un chien comme on l'a vu dans le reportage. Et c'est vraiment intéressant, tant dans la complicité qu'on peut avoir avec l'animal, mais aussi dans l'entraînement parce que du coup on va à des allures beaucoup plus intenses. Donc musculairement on travaille différemment. Puis au niveau respiratoire aussi, comme on l'a vu dans le reportage, c'est quand même assez intense. C'est assez intense. Quelqu'un veut essayer aussi le canirando, canicross? Moi j'ai essayé en ski. Ah, et alors? Ça va vite. Parce qu'on peut faire en ski.
En course à pied, en VTT, en raquette, Oui, on pourrait. En raquette, on pourrait, en Moi, je suis en roller, on peut tout formation. faire. Je suis en formation et pour l'instant, c'est pas concluant. C'est plutôt Donc, le chien qui est en formation, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est le chien de Aurélie qui est en formation pour essayer le canicross. Stéphane Ricard, merci à vous. On rappelle, hein, vous êtes triple champion du monde de raquettes. Ça veut dire que vous avez donc 2014, 2016, 2018, champion du monde de course à pied en raquette. D'autres objectifs pour la saison ou la saison est finie, vous passez au trail? Alors là, maintenant, la raquette, c'est terminé, même s'il y a beaucoup de neige qui est tombée. Et là, maintenant, c'est le trail à fond. Trail, Ouais, c'est ouais. ça, hein, que ça. Et objectif donc, la TDS. Voilà, le championnat de France et puis la TDS, ce sera la cerise sur le gâteau. Le championnat de France, c'est quand? Donc 14 juillet à Montgenèvre. 14 juillet, Montgenèvre, et puis TDS fin août. Les raquettes à neige, c'est tous les 2 ans. Vous êtes champion que tous les 2 ans. Vous laissez passer une année pour Voilà, les autres, pour je laisser me de la place repose pour les pendant autres. une année et puis je récupère l'année d'après. Bon, et ben parfait. Merci Stéphane Merci à vous. Ricard. On rappelle donc triple champion du monde de course à pied en raquette à neige. Mont Blanc Live continue sur évidemment les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez en replay évidemment sur le site internet. Et puis on se retrouve évidemment demain avec toute l'équipe. À demain.